Voilà, je suis très heureuse de prendre la parole après ce bel exposé sur ce film comme parcours de renaissance qui nous fait déboucher sur la question de l'alliance thérapeutique. Parce que j'ai envie de parler sous l'angle du questionnement éthique, comme un parcours de reconnaissance. Voilà, donc moi je suis donc plutôt du côté du questionnement éthique, qui nous pose la question d'une vie bonne, dans des conditions les meilleures possibles. Et je vais adosser le questionnement que je vais vous proposer, donc sous l'angle d'un parcours de la reconnaissance, en m'inspirant d'un très beau travail que l'association Alzheimer nous avait fait découvrir d'ailleurs à Nice il y a quelques années. Je veux parler du travail de Fabrice Dzil, qui est un philosophe, qui a fait, je crois que c'est sa thèse de doctorat, je crois que c'était dans le plan Alzheimer, et c'est un travail qui est totalement reconnu, qui est absolument remarquable. Donc c'est sur la table là-bas, je crois. Donc il y a un gros bouquin qui est sorti, puis ensuite un tout petit bouquin. Alors ce que dit Fabrice Dzil, et c'est vraiment très intéressant, il parle de la maladie d'Alzheimer comme d'une maladie du temps. Alors c'est vrai que souvent on associe Alzheimer et maladie de la mémoire. Alors il se décale un peu de ça et il dit que c'est beaucoup plus central de parler de la maladie du temps. Alors la notion majeure pour lui, c'est de là que je vais partir, c'est de parler de la maladie du temps présent. En fait, à envisager la maladie d'Alzheimer comme la maladie du temps présent, d'aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi de dire ça, c'est pas anodin, ça permet de mieux comprendre pourquoi cette maladie est quand même onéreuse en charge de soins, en poids de prise en charge exactement. Pourquoi il y a quelquefois un passage à la limite dans la tentative le défi d'un découragement. Mais en même temps, ça permet de voir la maladie d'Alzheimer sous cet angle-là, d'entrevoir comment justement il est possible d'effacer certaines impasses qui sont liées à cette représentation. Alors pourquoi en parler de cette façon-là? Bon, d'abord, on peut noter que c'est une maladie qui est omniprésente dans notre contexte social, elle fait partie de notre univers mental, elle est en toile de fond. On pourrait dire que c'est une maladie emblématique de notre temps. Par exemple, dans la littérature, on l'a vu apparaître d'abord sous la forme de romans de témoignages, mais très récemment, c'est un thème littéraire à part entière. C'est-à-dire, dans beaucoup de romans, vous avez un personnage qui incarne le malade Alzheimer. Donc, elle est de plus en plus visible, et cette maladie donc, accompagne un véritable changement de statut. C'est-à-dire que ce n'est plus une maladie comme les autres, mais elle est devenue une sorte de maladie mythique, comme ont pu l'être la peste, le choléra, il y a quelques années, très loin dans notre histoire, ou plus proche de nous, le sida. Donc, vous voyez, pour nos sociétés techniques, néolibérales, consuméristes, il y a cette figure, cet emblème qu'est la maladie d'Alzheimer. Alors bien sûr, tout ça, c'est un peu dur de dire ça, je pense qu'il y a des parents, des aidants, mais c'est important de dire les choses, puisque Fabrice Dzil entreprend un peu un travail de déconstruction. Voilà. Cette aura négative, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle cristallise tout un tas de peurs, d'angoisses qui sont les nôtres. C'est un peu comme si cette maladie incarnait une sorte de défaite. Quelquefois, c'est très violent. On a la symbolique des morts vivants, des zombies qui sont évoqués pour comparer les malades. C'est très violent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette aura très négative? Elle a deux aspects. Elle montre que la maladie d'Alzheimer, ce serait une maladie très humiliante, déshumanisante, dépersonnalisante, qui priverait peu à peu la personne des attributs de l'humanité. Heureusement, Nicole a tout de suite parlé de choses beaucoup plus importantes, de la personne en soi. Et puis surtout, l'autre versant, c'est la dimension collective. Ce serait un véritable fléau collectif, à tel point que dans la santé publique, on parle d'une véritable guerre faite à ce problème Alzheimer. Alors pourquoi la maladie d'Alzheimer a-t-elle ce poids mythique? Alors on pourrait dire que ce n'est pas forcément à cause de sa prévalence, parce qu'il y a tout un tas d'autres maladies finalement, et globalement on peut dire que les personnes âgées vieillissent plutôt bien dans notre société. En fait, ce que pointe très fortement Fabrice Dzil, c'est qu'il s'agit d'une maladie nouvelle
et qu'elle est le réceptacle de tout un tas de peurs très générales sur notre avenir. En fait, c'est le miroir grossissant d'angoisses individuelles et collectives de notre époque. Alors, quelles sont ces angoisses? Alors, la principale angoisse, c'est celle que peut-être on bénéficie d'une prolongation exagérée de la vie, mais que, secondairement, on aurait peut-être à vivre une vie dont la fin ne serait plus tout à fait une vie bonne telle qu'on pourrait l'espérer. On perdrait avec cette maladie notre identité personnelle, notre indépendance, notre autonomie. Alors ça, c'est du côté de notre individu, notre perception subjective, et du côté du collectif, pour les sociétés, peut-être que les sociétés modernes redoutent de s'éteindre et de disparaître lentement du fait, c'est paradoxal, de leur propre développement. Vous savez, on parle souvent de ce fantasme de la surpopulation, de la dépendance qui se propagerait comme ça, un peu comme un fléau irrépressible. Mais voilà, vous voyez, cette idée d'être un peu submergé par ceci. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ce statut mythique de la maladie d'Alzheimer, il s'explique beaucoup moins par des raisons objectives que par des raisons fantasmatiques, subjectives. Alors ça, c'est très très ennuyeux, c'est très 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 préjudiciable, d'abord pour les malades eux-mêmes, pour les familles, pour les aidants, puisque c'est une maladie quand même qui joue sur tout le système, on l'a bien vu dans le film, c'est tout le monde qui est pris dans ce tissu de cette pathologie, parce que c'est quand même une maladie très très grave, et ça entraîne des attitudes irrationnelles lors du diagnostic. Alors Fabrice Dzil parle beaucoup de ce qui se joue autour du diagnostic. Et puis il y a quand même, peut-être un peu moins, mais quand même cette idée que c'est une maladie honteuse et que ça imprime donc les systèmes qui sont pris là-dedans d'une certaine stigmatisation. Voilà. Ce serait une maladie honteuse comme s'il y avait contagion. Alors le problème, c'est que lorsqu'on est devant un mythe, on a évoqué tout à l'heure les mythes, les mythes, ça fonde des choses, c'est pas par la raison qu'on va faire disparaître un mythe. Peut-être que ces attitudes très stigmatisantes, elles ne disparaîtront que lorsque la maladie sera mieux connue, lorsqu'elle sera encore mieux accessible à des thérapeutiques. Alors que faire? D'ici là, on peut déjà rappeler que c'est une maladie grave, très grave, mais que c'est juste une maladie, et pas un fléau. Ceci, déjà, pour apaiser les choses. Ce que propose Fabrice Dzil, c'est de pratiquer une véritable ascèse du discours, d'en parler autrement. Éviter d'en donner une image doloriste, tragique. Éviter de raviver des métaphores militaires qui existent, lorsqu'on parle de cette maladie, qui disent que la maladie progresse à bas bruit, il faut vraiment se conduire à une mobilisation générale. Donc, on est véritablement encouragé à une éthique de la communication. Et ça ne va pas de soi. Alors, ce film magnifique, il contribue, bien sûr. Alors, une voie très importante dans cette éthique de la communication, ça serait donner la parole aux personnes elles-mêmes. Le film le fait magnifiquement. Écouter, entendre ce qu'elles ont à nous dire, créer les conditions pour qu'elles puissent s'exprimer. Parce qu'en effet, ce n'est pas du tout une maladie uniforme, puisque quand on écoute, enfin je pense que les personnes de l'association Alzheimer vont le dire mieux que moi, Rabia Boullassas aussi, quand on écoute des fois deux personnes, on s'aperçoit que chacun vit la maladie de façon singulière. Et peut-être que lorsqu'on parle d'éthique, il y a d'éthique que de la singularité. Alors, cette éthique de communication, comment on pourrait y accéder? Alors là encore, Fabrice Dzil ouvre deux autres volets par rapport à cette notion de maladie du temps. Le premier volet, c'est la temporalité paradoxale de son évolution. Donc, c'est une maladie qui a une apparition insidieuse, qui est longue, chronique, qui s'installe définitivement dans la vie. Il va falloir apprendre à vivre avec elle. Or, l'existence des maladies chroniques dans nos représentations collectives, ça ne va pas du tout de soi.
c'est un vrai défi de rendre compte de la maladie d'Alzheimer comme une maladie chronique. Parce qu'en fait, lorsqu'on pense aux maladies, dans notre tête, je pense que c'est la majorité d'entre nous qui pensent ça, peut-être sauf les professionnels de santé, lorsqu'on pense à la maladie, en général, on pense à un incident de parcours dont on va guérir, ou bien à quelque chose qui est tellement grave que bon, ça va nous entraîner vers la fin de notre vie. Or, un des phénomènes prégnants de notre temps, c'est l'émergence des maladies chroniques, hein, avoir à vivre toute sa vie avec un compagnon de route qui est une pathologie. Donc, il faut vraiment entrer dans ce paradigme d'une vie avec la maladie. Alors là, le grand philosophe Canguilhem, hein, qui a été quand même un témoin, un philosophe majeur pour penser l'éthique du soin, qui a été certainement un des premiers à dire qu'il convient d'écouter le malade, parce que le malade a une intelligence, a une connaissance de sa maladie, hein, et qu'il peut en parler. Donc, peut-être un des premiers défis, ça serait de s'intéresser à la vie avec la maladie. Et ce qui encourage vraiment à ce que j'appellerais une créativité clinique. Alors cette créativité, on la voit dans Flore, je pense qu'elle existe ici à l'Institut Claude Pompidou, elle existe hors institution, dans les institutions, et une créativité qui se jouerait dans l'interdisciplinarité avec tout un tas d'intervenants multiples. L'autre dimension du rapport au temps, c'est la modification profonde du rapport au temps, hein, puisque la maladie d'Alzheimer est plutôt une maladie de la vieillesse. On sait que le grand âge ralentit le rythme de la vie, et ce ralentissement lié à la vieillesse est encore accentué dans la maladie d'Alzheimer. Alors là, le défi, c'est de respecter les rythmes de la personne, de se mettre à leur rythme, mais est-ce facile lorsque le temps est ce dont manquent le plus les intervenants? L'autre aspect de la modification profonde du rapport au temps, c'est la façon de vivre le temps, puisque le passé devient la dimension essentielle et le présent devient un présent constant. Donc on est un petit peu dans ce défi d'apprendre à vivre au jour le jour, tout en organisant l'avenir. Un peu comme si les aidants, les systèmes familiaux sont devant une injonction totalement contradictoire. Alors du coup, vous voyez, tout concourt pour créer une situation de grand découragement. Alors le défi, c'est de lutter contre la tentation de l'abandon. J'ai retrouvé récemment une notion qu'employait Patrice Despirel au début des soins palliatifs. Soins palliatifs qui ont une histoire aussi, hein, comme les soins de la maladie d'Alzheimer ont une histoire. Au début des soins palliatifs, Patrice Despirel parlait d'une éthique du non-abandon. Il me semble qu'on pourrait aussi parler d'une éthique du non-abandon pour la maladie d'Alzheimer. Alors du coup, j'ai envie, pour terminer, d'élargir dans une triple perspective éthique. Alors là, je vais convoquer des grands noms, hein, de l'éthique. Donc c'est un peu un parcours de la reconnaissance, hein. C'est Paul Ricoeur qui parle d'un parcours de la reconnaissance. Alors le premier point, ce serait, chez ces personnes, reconnaître des vies autres. Notre société est normative, notre société construit des modèles, hein, des modèles de réussite, des modèles de vivre ensemble, des modèles de tout, hein, de tout ce qui nous entoure, de toutes les représentations. Or, je pense qu'il en va de la médecine et de toute la culture humaine. Tiens, par hasard, nous sommes dans la maison de la médecine et de la culture. De montrer que ces personnes malades font toujours partie de l'humanité. Ces personnes semblent être perdues dans le temps, ne plus être présentes à elles-mêmes. Il peut être tentant, effectivement, tant l'accompagnement est parfois éprouvant, de se dire qu'il est indifférent, qu'on leur donne du temps, car au fond, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle. Georges Canguilhem marque beaucoup toute cette créativité de notre vie, hein, de la vitalité, qui fait que la santé, c'est une évolution constante, qui fait que dans la dégradation normale de notre corps, dans une adaptation constante, nous avons à créer des formes de vie autres, des formes de vie nouvelles. Et il me semble que, alors là c'est vraiment un enjeu politique, hein, je pense,
que la question c'est vraiment reconnaître ces vies autres au-delà des normes qui sont celles de notre société. Or, un certain refus des vies fragiles, quels qu'ils soient, et les malades d'Alzheimer en font partie, donc ce refus de vie fragile et hors normes tend à laisser croire que l'autonomie dure tout le temps de la vie. Or, je pense que ça, c'est une grande illusion. Quand on regarde nos débuts et fins de vie, nous savons que nous sommes tous des êtres fondamentalement très fragiles. Voilà, reconnaître les vies autres, prendre conscience aussi, et ça, je pense que c'est un cadeau que nous font les personnes fragiles, prendre conscience que dans nos vies, la dimension de l'interrelation et de la gratuité est absolument fondamentale. Dans le film, on voit très bien ce que un psychiatre comme Louis Ploton appelle l'intelligence affective, cette grande sensibilité aux émotions, au toucher, à l'affectivité. Je crois d'ailleurs qu'un des points clés de thérapie, c'est non pas la stimulation, mais la remotivation, la réassurance. Il me semble que tout le champ de la maladie d'Alzheimer pourrait nous rendre sensibles, attentifs, à redécouvrir que toutes ces réalités hors valeur de nos vies, que sont l'amitié, l'amour, la confiance, les relations, la communication, ben tout cela, toute cette sphère de la gratuité, tout ça, finalement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui est très important dans nos vies. C'est peut-être ce qui est constitutif de nos identités les plus profondes. Alors du coup, vous voyez, Fabrice Zil parlait d'une maladie emblématique de notre temps, en ce qu'elle cristallise toutes les peurs. Moi, je retournerai un petit peu la notion d'emblème. Je dirais qu'au contraire, peut-être, ces êtres fragiles sont emblématiques de ce qui fait le fond, le creuset de nos vies, hein, cette gratuité qui fait qu'on vit d'amour les uns avec les autres. Et le troisième point de ces perspectives éthiques, c'est entrer dans la solidarité. Paul Ricoeur parle de la sollicitude, qui fait le fond des enjeux de la vie bonne dans la société. Je crois que ce qui est important, là je parlerai de la notion de vulnérabilité, se reconnaître chacun comme des êtres qui peuvent être blessés, parce que toute vie connaît d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins grave, l'épreuve de la blessure. Donc la question, ça serait, qu'est-ce qu'on fait de notre commune vulnérabilité? J'ai travaillé avec Guillaume Leblanc, qui a beaucoup approfondi cette notion, que ce soit du côté des vies qui souffrent de précarité ou du côté de toutes ce qu'il appelle les maladies ordinaires, hein, dont nous sommes tous atteints. Donc qu'est-ce que nous faisons de cette commune fragilité? C'est vrai que notre société est organisée un peu avec une ligne de partage invisible entre les uns et les autres, hein, ceux qui se vivent quasiment invulnérables et puis ce qu'on pourrait appeler les relégués, les vulnérables. Mais vous voyez, c'est un défi pour une société de se dire que nous sommes tous embarqués, que nous devons rendre compte de cet embarquement et que notre fragilité, ta fragilité, la mienne, la nôtre, c'est quelque chose à partager. Et que la sphère de la reconnaissance, elle est dans ce défi-là. Hein, voilà. Donc j'ai envie de terminer par... je reprends cette notion d'éthique de la communication de Fabrice Zil. Et il me semble que ce parcours de la reconnaissance, il pourrait nous décentrer de la méconnaissance à la reconnaissance. Voilà, merci. Et puis évidemment, comme tous ceux qui m'ont précédé, je me suis régalée à la lecture de la présence pure de Christian Bougain. Voilà, merci.